ماهيش مجرد أرض، الجزائر روح، ذاكرة ووجع وفخر يسكن قلوب أولادها. وين ما كانوا قريب ولا بعيد يضلوا أولاد الجزائر يدافعوا عليها بالكلمة، بالموقف وبالحق. مساء النور ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من الجزائر كما يراها العالم. واليوم سنكتشف الجزائر بأعين ابنها السيناتور أكلي ميلولي. مرحبا بكم معنا. Bonjour, comment ça va? Tu vas bien? Ça va, je te remercie. Je te tutoie parce qu'on se connaît depuis longtemps sur les médias. On se connaît depuis des années et j'ai va toujours été très très fière de toi. Bah merci, je trouve que c'est très bien l'émission que tu fais, ça permet de donner aussi une autre image, comme aujourd'hui on est un peu dans du bashing, ça équilibre. Absolument, merci beaucoup, ça m'encourage et je suis sûre que ta présence sera une valeur ajoutée à mon émission et à toute ma carrière. Je sais pas, mais en tous les cas, tu n'as pas besoin de moi pour être une valeur ajoutée. Merci pour l'invitation aussi. Merci. Alors, Akli, c'est la première fois qu'on se voit en Algérie. Et dans mon émission, je raconte, ou mes invités racontent, l'Algérie à travers leurs yeux. Que ce soit des ambassadeurs qui habitent en Algérie, qui sont en mission diplomatique en Algérie, ou des amis ou enfants de l'Algérie, ou ceux qui ont un attachement avec l'Algérie. Toi, Akli Meilouli, tu es un enfant de l'Algérie. Tu l'as toujours aimé, défendu, crié haut et fort ton amour pour ce pays. Donc on va aujourd'hui un petit peu revenir là-dessus. Oui, alors moi, mon regard, c'est le regard aussi d'enfant, c'est le regard d'ado. Enfin, l'Algérie, c'est les vacances, c'est beaucoup de choses. Et puis, c'est l'histoire et c'est l'attachement familial. Ouais. Et en fait, je ne la défends pas. Je dis naturellement ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'en fait, le problème de l'Algérie, je pense qu'elle n'a pas besoin de moi pour se défendre. Elle se défendait très bien toute seule. Mais en même temps, j'y suis attaché parce que c'est aussi mon histoire, c'est mes racines, c'est celle de mes ancêtres. Ils se sont battus pour cette terre. Ouais, donc, nous, on a toujours un vrai problème, c'est-à-dire qu'en fait, si j'avais été breton et attaché à la Bretagne, tout le monde aurait applaudi. Mais comme je suis d'origine algérienne et que je suis attaché à l'Algérie, à la Kabylie, ça devient suspect. Tu sais, c'est ce qu'avait dit quelqu'un un jour que je connais, m'avait dit, mais il faut que tu comprennes que dans cette philosophie des excluants, c'est-à-dire que quand deux, Auvergnats se rencontrent, c'est culturel. Quand deux Portugais se rencontrent, c'est folklorique. Quand deux Algériens se rencontrent, c'est communautariste. Donc c'est toujours la façon dont les gens te regardent, et ça c'est terrible. Absolument. J'aimerais savoir d'abord, pourquoi as-tu choisi qu'on tourne ce numéro ici, à cette place, au milieu de tous ces Algériens, de toute cette foule? Parce que les gens ne voient pas forcément ce qui se passe derrière les caméras, mais il y a énormément de monde. Et tu voulais absolument qu'on tourne au centre-ville d'Alger. Ça évoque quoi pour toi? Le centre-ville d'Alger, comme Bab el Oued, comme la Casbah, ça évoque le côté populaire. C'est-à-dire que l'Algérie, pour moi, c'est d'abord un peuple. Un grand peuple qui existe depuis très longtemps, qui n'a pas été découvert avec la colonisation. C'est un peuple séculaire. Et ce qui est bien, c'est que moi j'adore ces bains de foule parce qu'avec les Algériens, on peut s'attendre au meilleur, au meilleur comme le pire, mais c'est souvent le meilleur qui apparaît. Absolument. Ils ont cette qualité et contrairement aux images reçues et tout ça, je voulais aussi que les gens puissent voir que c'est des gens accueillants. Vous voyez, les gens nous regardent, ils sont souriants, il n'y a pas d'animosité. Et je trouve que, et en plus, pourquoi le centre et la rue Didouche Mourad? Parce que c'est aussi rappeler la résistance. Il y a la place Audin. La place Audin, c'est quoi? C'est aussi de montrer qu'il y avait des gens qui combattaient pour des valeurs. C'était la révolution algérienne, c'était une révolution sur des valeurs, sur la liberté qui était basée sur justement les valeurs de la République en plus. Et donc il y avait des gens comme Maurice Audin, comme Yveton, comme les réseaux Janson, toutes ces personnes. Et c'est vrai que ces gens-là se sont battus parce qu'ils avaient un idéal, la liberté qui demandait pour eux. Il a demandé pour tout le monde. Quand vous vous battez pour la liberté, pour l'égalité, pour la fraternité, vous devez le faire pour tout le monde. Si vous le faites que pour vous, alors vous n'êtes pas dans l'universel et dans le partage. Et ces gens-là qui nous rappellent toujours l'universel, c'est une occasion de leur rappeler que ça fait partie aussi de l'universel. Absolument. Et vous venez de citer l'avenue, la place Audin. Le fait que l'Algérie honore la mémoire de M. Audin, un Français qui a
été juste, qui a été du bon côté de l'histoire et qui a défendu la cause algérienne, la révolution algérienne. C'est une marque de reconnaissance aussi de la part des Algériens. C'est une marque de respect pour les Français qui l'ont aidé dans leur combat. C'est normal et c'est montrer que aussi que les martyrs ils ne sont pas forcément liés à une origine ou à une terre, ils sont aussi liés à des principes. Absolument. Et donc effectivement ça honore que ces principes universels qu'on veut partager, et ben, c'est l'occasion de montrer qu'ici effectivement ça honore. D'ailleurs on aurait pu aussi reprendre, je sais que vous avez tourné dernièrement avec Monseigneur Jean-Paul Vesco, qu'on salue, qu'on aime beaucoup. Et je sais que donc je voudrais parler de quelqu'un, pas Monseigneur Tessé qui l'a précédé, qui est aussi Oui. enterré ici à sa demande d'ailleurs, Oui. alors qu'il était avec, mais à Monseigneur Duval, Oui. qui a d'ailleurs en plus pris fait et cause pour justement, en ayant vu les injustices pour les indigènes, parce qu'à l'époque c'était ça, et qui effectivement a été même appelé par le ministre Lacoste de l'époque, qui l'appelait Mohamed Duval, voulant le stigmatiser, comme s'il s'appelait Mohamed, c'était Péjoratif. C'était péjoratif. Et donc je trouve que Monseigneur Duval avait montré la voie, et surtout aujourd'hui on a des polémiques d'un autre siècle, ça montre aussi cette ouverture, cette façon de truc. Alors avec l'Algérie on peut avoir des désaccords, mais en tous les cas, on n'est pas obligé d'invectiver, on n'est pas obligé de se fâcher, on n'est pas obligé. Donc il faut ramener un peu de raison dans tout ça. Absolument. L'Algérie, c'est une terre de passion, elle attise des passions. Effectivement, on peut comprendre que des gens qui ont été là pendant des décennies ne comprennent pas qu'ils étaient virés, mais comment ils ont pu laisser faire aussi pendant des décennies des gens enfumés, tués. Bon, vous connaissez l'histoire de la colonisation, Absolument. donc c'est le vrai débat. Et donc aujourd'hui, quand d'ailleurs vous allez poser la question, est-ce que c'est crime? C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, au même type que l'esclavagisme, au même titre que la Shoah, au même titre que tous les crimes qui ont été commis. On ne peut pas être à géométrie variable. Soit on a le même principe pour tout le monde, soit on est dans d'autres considérations, mais que je ne partage pas à ce moment-là. Absolument, je suis complètement d'accord avec toi. On parlera un peu plus des crimes commis en Algérie, de la colonisation française. Mais d'abord, tant qu'on est ici, tant que c'est toi qui as choisi cette place, je voudrais plonger un petit peu dans tes souvenirs, Akli, ton enfance. Je suis né ici, je suis parti avec, je fais partie d'une pièce rapportée, je suis parti avec ma mère, rejoindre mon père et ma sœur, qui est décédée d'ailleurs. J'ai une pensée pour elle, pas à son âme, parce que souvent quand je pense à Algérie, c'est aussi, je pense à ce voyage qu'on avait fait. Désolé, je suis un peu ému parce que ça touche, c'est familial. Quand elle est décédée, ma sœur en 2010, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de me dire je ne rentrerai plus jamais avec elle. Parce qu'en fait, les autres sont nés là-bas, mais moi j'ai traversé la Méditerranée avec elle. C'est pas la même chose et tout ça. Donc effectivement, j'étais 6 ans. Après, j'ai ces odeurs. Tu avais quel âge J'avais 6 ans. 6 ans. 5 ans et demi, 6 ans, donc je rentrais au CP. Et tu es né en Kabylie? Je suis né en Kabylie, ouais, à Soukeltine, dans un petit village, quoi. Oui. Et c'est vrai que, en fait, voilà. Et donc j'ai traversé, et donc je garde ces souvenirs d'aller avec mon grand-père chasser, avec les pièges, les oiseaux, le truc, de courir derrière les vaches avec mes cousins. En fait, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que mes cousins, eux, travaillaient, gardaient les vaches et tout ça, et moi, je perturbais. Donc, en fait, j'étais un poison, j'étais comment on dit, l'ennuyeur de service, quoi. Donc, à chaque fois, ils disaient, on n'en veut plus, parce que j'étais petit, de 3-4 ans. Ils disaient, on n'en veut plus le garder avec nous. Et moi, je pleurais pour aller avec eux. Et donc, mes cousins, je pense qu'ils me haïssaient quand j'étais petit. Et ça t'arrive d'aller à ce village où sûr. tu avais pour habitude de jouer avec tes cousins, de partager des moments avec ta famille? J'ai encore de la famille là-bas, et donc c'est normal que j'y aille. Et puis après, j'ai mes ancêtres qui sont enterrés dans le cimetière du village. J'ai mes tantes, mes oncles. J'ai mon père qui est décédé en 2023, qui est enterré. Donc c'est normal que j'y aille comme quelqu'un qui va en Bretagne. Alors après, je sais bien, dans l'impensée coloniale, c'est mais pourquoi il est évangé, pourquoi il est attaché? C'est la terre de mes ancêtres. Je défends des valeurs et je vais sur la terre de mes ancêtres. Je ne comprends pas d'ailleurs que les gens ça puisse les interroger. Et c'est normal que j'y aille. Parce que je dévoile la famille, je vois d'autres gens, je vais sur la tombe de mon père. Donc voilà, c'est naturel, quoi. Akli, toi qui es parti en France à l'âge de 6 ans, et on voit maintenant après toutes ces années, comme beaucoup d'autres Algériens qui n'ont jamais coupé le cordon ombilical. Comme tu dis, c'est normal, c'est évident, c'est la terre de mes ancêtres, ça fait partie de mon identité, c'est dans mes gènes, mon sang. À quel point tes parents, ton père,
qu'il repose en paix, Allah yarhamou, et ta maman ont joué un rôle pour pas que cet enfant, Akli Melouli, qui a 6 ans, qui est venu très jeune, hein, ne perde pas cet aspect-là de son identité, qu'il se souvienne toujours qu'il est algérien aussi. Il faut savoir que moi je fais partie de cette génération où mes parents sont partis justement pour travailler. Enfin, ma mère n'avait pas besoin parce qu'elle était jeune, donc mes parents sont partis pour travailler. Et donc en réalité, ils ne sont pas partis pour s'installer, contrairement à l'image. En fait, ils avaient le mythe du retour. Donc en fait, pour mes parents, je devais revenir aider l'Algérie. Donc c'était ça leur projet, c'est-à-dire de dire tu vas faire des études, vous allez faire un truc, et puis il faut aider votre pays, il faut aider. Parce qu'il faut savoir, aider économiquement parlant, en travaillant en Algérie. Travaillant en Algérie, en apportant une valeur ajoutée à l'Algérie, tout ça. Alors je ne l'ai pas fait, et c'est pour ça que j'ai gardé, j'essaie d'apporter autrement cette valeur ajoutée en mémoire de mon père et pour tout Bravert et puis pour mes ancêtres, parce que c'est aussi ça. Et c'est vrai que, en fait, le truc qu'il y a, c'est que et ma mère, elle a un frère quand même qui est mort qui était connu dans les recherches, qui est mort pour l'indépendance de l'Algérie. Donc Khassi, Dalbalot de Tarassi, que je sais sa mémoire, qui est dans les livres de ma région, parce que tout le monde connaît. Et ses frères se sont battus et d'autres. Et donc effectivement, elle est attachée. Et parce que vous savez, le père chez nous parle très peu. Hein, ceux qui savent, qui nous regardent, parlent très peu. Et ils parlent truc. Celle qui nous parle, c'est la mère. Ils sont respectés et craints. Voilà. Et c'est ma mère qui nous parlait. Et ma mère, elle était effectivement pour nous, pour elle, l'Algérie, il fallait pas laisser, il fallait pas. Et voilà, parce que c'est son histoire aussi. Elle a vécu la guerre d'Algérie. Elle a perdu, je le dis, personne ne le sait, mais tout le monde, bon, sauf au village, elle a perdu une fille. Parce qu'on vit dans la montagne pendant la guerre d'Algérie. Elle a perdu une fille de maladie. Ma soeur Safia est aidée. Normalement, j'ai une aînée devant moi, paix à son âme. Donc tout ça, ça l'a travaillé, ça l'a touché. Et donc elle était vraiment attachée à ce que ce pays se redresse, ce pays avance. Et donc et c'est pour ça que, par mémoire, par honneur, et puis parce que c'est mes origines, c'est intrinsèquement en moi. C'est-à-dire que ça ne m'empêche pas d'être français. Ça ne m'empêche pas d'être élu de la République, de travailler pour tout le monde. Mais intrinsèquement en moi, si j'avais été auvergnat, tout le monde aurait dit bravo, quel attachement. Si je trahis mes parents, qui peut me faire confiance? Voilà, donc moi c'est par fidélité et je le fais quand je défends et quand je dis que l'Algérie doit s'associer avec la France, quand j'ai la France, etc. Je le fais parce que je crois que c'est l'intérêt des peuples. C'est un combat de tous les jours que vous menez en tant que politicien, sénateur, personnalité publique. Pourquoi aujourd'hui les Algériens ou les Franco-Algériens surtout sont souvent ciblés? Ciblés parce qu'il faut savoir que quand même au-delà de l'Algérie, c'est le symbole que ça représente. Il faut quand même ne pas oublier que l'Algérie, c'est le premier pays. Il y a eu Cuba, il y a peut-être le Vietnam aussi qui a résisté, mais c'est quand même le pays qui s'est décolonisé. Et ça, c'est un symbole qui dépasse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il donne cette image que contre les peuples, on pourrait faire. Aujourd'hui, on voudrait expliquer que ce n'est pas possible, qu'il y ait du partage. Tout ça parce qu'on veut atténuer cette indépendance et ce combat pour l'indépendance. Et ça, c'est un symbole pour l'ensemble des pays du globe. Donc ça dépasse largement l'Algérie en réalité. En fait, c'est sur les valeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on est contre la colonisation et pour la détermination? Vous savez bien que la loi Taubira en 2001 a criminalisé effectivement l'esclavage. Chirac a reconnu le Veldiv à juste titre parce que Vichy, c'est pas la France. La France coloniale, c'est pas la France. Parce que si vous me parlez, moi j'ai pas de problème avec la France, j'ai un problème avec la France coloniale, j'ai un problème avec la France esclavagiste, j'ai un problème avec la France antisémite. Vous voyez, c'est le problème qu'on a avec ceux qui portent atteinte à la dignité humaine. Et j'ai un problème quand d'autres le font, comme la colonisation en Palestine, comme ce qui se passe au Soudan, au Yémen, au Congo. Voilà, moi je me bats avec des valeurs, avec une truc qui est hérité de mes parents. Parce que mes parents défendaient une cause juste qui était celle d'Algérie, mais pas au détriment des autres. Ils ne voulaient pas effectivement nuire aux autres. Mais par contre, ils ne voulaient pas qu'on leur nuise. Et c'est ça le vrai combat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on défend l'Algérie, on défend une certaine vision de la dignité, on défend une certaine... Après, on peut avoir des désaccords avec l'Algérie. Le premier me dit, mais alors, tu soutiens... Non mais attendez, arrêtons ce genre de cinéma. Soyons pragmatiques, soyons sur des éclairages et des choses. L'Algérie n'a pas à subir toute cette haine, ces attaques systématiques. Il y a des désaccords, on les pointe, on débat. En parlant d'attaque, aujourd'hui,
ce n'est un secret pour personne que l'Algérie est attaquée. Il y a une véritable guerre médiatique et un acharnement contre l'Algérie, contre les Algériens, dans le but de salir l'image de l'Algérie, des Algériens, un peu partout dans le monde, avec une véritable machination des médias qui alignent leur ligne éditoriale pour faire de la propagande et faire croire que l'Algérien, c'est l'agresseur, c'est en gros tous les maux, tous les maux de la terre sont causés par l'Algérie et les Algériens. Ça veut dire qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui ont cette amertume que l'Algérie ait obtenu son indépendance et qui ont encore la nostalgie de l'Algérie française. Oui, mais la preuve, d'ailleurs, ceux qui arrivent aujourd'hui au pouvoir et qui sont, enfin arrivent au pouvoir, ils ne sont pas encore arrivés, mais qui espèrent y arriver et qui grossissent, c'est le RN. Le RN, c'est quoi sa matrice? C'est quand même Jean-Marie Le Pen. Leur matrice, c'est l'OAS, c'est cette Algérie française. Donc la haine, elle est activée. Mais ça n'a pas commencé. En fait, nous, on l'avait vu venir déjà en 2005, avec la loi du 23 février sur les bienfaits de la colonisation. Vous vous souvenez de cet article 4 qu'on avait combattu avec Chafir Bentalachta, qui est ici, et d'autres, on avait interpellé les partis, on avait fait des choses, on avait mobilisé les intellectuels en disant mais comment vous pouvez dire que la colonisation est un bienfait? Le seul bienfait de la colonisation, c'est la décolonisation. C'est quand vous libérez les peuples, c'est le seul bienfait. Moi, ils retrouvent leur liberté. Donc ça ne peut pas être un bienfait. Et donc aujourd'hui, tout le monde sait, et moi je le dis, j'ai toujours dit, quand des politiques vous dites la colonisation c'est un crime ou pas, et qu'ils vous disent non, c'est pas un crime, c'est une honte. La colonisation est un crime. L'asservissement de population, les exactions qui sont faites, la supériorité, etc., tous ces trucs-là, ce sont des crimes contre l'humanité, comme l'esclavage, ce qu'on avait dit. Et donc aujourd'hui, il faut savoir que ce démarrage, on l'a vu en 2005, et il a été crescendo. En fait, c'est peut-être donner un signal au peuple du monde qu'en fait, n'essayez pas de vous libérer, le monde est comme ça, il y a des dominants et des dominés, et que si vous voulez vous libérer, vous n'y arriverez pas, etc. Donc on essaye de décrédibiliser. Moi, j'ai pas, il me dit, oui, mais toi tu ne critiques pas l'Algérie, Ramon Sameda. En médiateur, toi, tu veux créer des non, points. Mais pourquoi je ne critique pas? Je lui dis, vous le faites déjà assez comme ça, c'est pas une raison pour en rajouter. Donc peut-être que je viens apporter l'équilibre pour vous dire, non mais pourquoi? Vous ne pouvez pas être hostile comme ils le font, et ensuite vouloir dialoguer. Si vous êtes hostile, vous n'êtes pas dans le dialogue. Et je ne vois pas, moi, si vous êtes hostile à mon égard, je vous le dis, il n'y a aucune raison de faire un effort. Je vais me braquer. Et puis, on connaît des Algériens. Et la mentalité algérienne. Toujours puissance 100, dans le meilleur comme dans le pire. Et donc, si vous l'énervez, voilà. Et c'est ça qu'ils apprennent pas. Ils n'ont pas appris et compris que c'est la mentalité algérienne et que ça, ce n'est pas la meilleure façon d'obtenir ce qu'on veut des Algériens. Que les Algériens, tant qu'on les respecte, ils vont nous accueillir à bras ouverts, tant qu'on est sincère avec eux. Mais si on les méprise, ils vont vous mépriser 1000 fois plus. Et puis ils vont faire aussi, ils vont se défendre, ce qui est normal. Alors, on ne peut pas être d'accord avec eux, mais c'est leur droit aussi. C'est un pays souverain, hein, moi je veux dire. Après, et puis, quand j'ai des choses à dire avec l'Algérie, parce que c'est aussi mon pays d'origine, et comme j'y suis attaché, je le fais en tant qu'ami, en tant qu'enfant d'Algérie, et donc je le fais avec les règles et les trucs, et je le dis aux personnes concernées, et je n'ai pas besoin de faire du buzz. Moi, je ne suis pas un polémiste, moi je suis un politique. Donc il faut forcément un débouché. Mais tous ces gens-là qui sont devenus polémistes vis-à-vis de l'Algérie, il y a quand même, ils ont oublié les règles. C'est demain, vous avez quel débouché? Vous savez, même quand vous êtes en guerre, il faut une diplomatie pour après reconstruire. C'est ça le vrai sujet. Absolument. Donc il y a de plus en plus quand même de voix qui s'élèvent. Mais le problème, c'est toujours le problème, c'est de ne pas être envoyé à son étrangeté, à son extériorité. Et donc en fait, c'est parce qu'ils sont français et qu'ils résident. Et aujourd'hui, on le voit bien, y compris... on parlait pour la France, il faut que la France aussi pense qu'en Algérie, ils ont des Français qui résident ici. Absolument. Il y a des entreprises françaises qui travaillent ici et qui leur disent mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça le truc. Ils se sont exprimés. Moi je me souviens sur AL24, dans l'émission L'Hebdo Show, il y a le représentant de la Chambre de commerce, Michel Bizac. Absolument, qui a aussi exprimé son ras-le-bol et qui a dit haut et fort que les entreprises françaises en Algérie travaillent depuis longtemps et que cette guerre menée ou cette offensive menée contre l'Algérie nuit aux intérêts des Français en Algérie et des Français, des agriculteurs par exemple en France, etc. Donc c'est pas bon pour l'économie française et pour le business des Français.
Et c'est pas bon, c'est pas bon. Et vous savez, moi je suis venu les voir, donc je les ai rencontrés. Oui. Donc ils nous ont dit effectivement la même chose. Ils nous ont parlé de leurs craintes, de leurs trucs, parce qu'il faut aussi s'occuper des Français qui sont aussi ici. Je veux dire qu'à un moment donné, je vous dis, le droit ou la dignité humaine n'est pas à géométrie variable. Et au-delà de ça, moi j'ai toujours milité pour un axe Paris-Alger, comme il y a eu l'axe Paris-Berlin qui a construit l'Europe. Pour moi, l'axe Paris-Alger, c'est l'axe qui va construire la Méditerranée. On voit bien l'ouverture sur la Méditerranée. Et quand vous arrivez sur les ports d'Alger, vous avez la Transsaharienne, vous pouvez aller sur toute l'Afrique. Donc en fait, dans l'intérêt des peuples, ce développement est important. Si on veut, même ne serait-ce que sur une approche purement économique, c'est l'Algérie, le marché qui n'est pas mature, qui ouvre des perspectives, etc. Il y a beaucoup de choses à faire avec le savoir-faire français. Donc il y a ce travail. En fait, ils sont en train de tuer les potentialités économiques, culturelles, sociales, parce qu'il y a aussi la culture, c'est-à-dire qu'il y a ce brassage, il y a ce mélange, vous voyez, on est dans des endroits. Et donc, effectivement, je n'ai pas l'impression qu'on a pris de conscience. En fait, on est dans le fantasme, on est dans une espèce d'Algérie fantasmée, de l'Algérie bashing, pour faire plaisir à un électorat, l'utiliser comme variable d'ajustement face à des politiques qui n'arrivent plus à donner de sens. Et donc, on est en train de tout détruire sans se rendre compte des séquelles qu'on va laisser à nos enfants. Et ces porte-paroles, je veux dire, de cette guerre médiatique menée contre l'Algérie, je dirais, ce sont des personnes qui ont cette amertume de ne pas la frustration de ne pas pouvoir mettre les pieds en Algérie. En fait, c'est des nostalgiques de l'Algérie, mais d'une Algérie frustrée. Ils sont frustrés. Et donc, vous voyez, le problème, c'est de leur donner de l'importance, alors que ce sont des gens qui sont... En fait, ils ne nuisent pas à l'Algérie. Ils sont en train de nuire à la France. Oui. Ils nuisent à l'avenir de la France. C'est ça le vrai Absolument. sujet. Ils ont l'impression qu'ils vont nuire à l'Algérie. L'Algérie, en fait, aujourd'hui, si on parlait réellement, elle a d'autres débouchés. L'Allemagne, l'Italie, vous voyez bien que quand vous avez le pétrole, le gaz, après, il faudra aussi travailler sur l'environnement, mais ça, c'est un autre débat. Mais le problème, c'est qu'elle peut travailler avec d'autres pays. Donc, en fait, ils sont en train de... Et quand on parle des accords, etc., il ne faut pas oublier quand même qu'il y a le gaz et le pétrole dans les accords, parce que les accords, ce n'est pas que celui-là. Cet accord-là, il tend à plusieurs accords. Grâce à cet accord-là, vous avez eu ça, vous avez eu ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus large que ça, c'est plus complexe. Absolument. Et donc, est-ce que ces personnes se rendent compte qu'ils sont en train d'hypothéquer l'avenir? Vous avez dit, les Algériens, on est 5 à 7 millions en France. Le problème, c'est que ces passerelles-là, il faut bien régler les problèmes, comme il y a des Français ici. Je crois qu'ils sont plus de 6 000, je n'ai plus le chiffre en tête, ce qu'on a vu, mais je sais qu'il y a 450 entreprises et en emploi indirect, je ne sais pas combien ça représente d'emplois. Parce que vous voyez, moi j'ai vu Corsica Airlines, par exemple, ils sont affolés de la situation, parce qu'ils perdent beaucoup d'argent. Et donc, vous voyez, là, ils sont frappés au portefeuille. Parce que, voilà, Marseille, s'il n'y a plus de relations avec l'Algérie, Marseille, tout va s'arrêter. Et les agriculteurs qui ont perdu des millions aussi, à cause des contrats qui ont été annulés. Voilà. Mais ces personnes-là qu'on vient de citer, Sarah Knafo, Éric Zemmour, et Pierre Ménard, etc., se font un business derrière le dos de l'Algérie, des Algériens. Celui qui veut gagner en notoriété, il attaque l'Algérie, les Algériens. Celui qui veut gagner des votes et se faire élire, il utilise l'Algérie et les Algériens. Donc c'est utilisé à des fins personnelles, à des fins politiques, tout en attisant la haine. Nous avons vu des dépassements, nous avons vu des crimes, des agressions contre des musulmans, des femmes voilées qui se font tabasser, qui se font arracher leur voile. On avait vu des crimes aussi ou des agressions contre des Algériens. Il y a des Algériennes qui se sont faites poignarder. Peut-être que ça n'a pas beaucoup été médiatisé, justement parce que ces médias ne vont pas montrer ce genre d'informations. Mais moi je dis que tout ça, c'est à cause de ces personnes qui attisent la haine. Ils ne mesurent pas la gravité de leurs propos. Ce sont des pompiers pyromanes. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, quand il y a des incidents, après, quand les gens d'origine algérienne ou musulmans commettent des incidents parce que pour se défendre, etc., ils disent « Ah bah vous voyez, on vous l'avait dit ». Donc en fait, ils sont en train d'allumer des feux pour justement enclencher ce qu'ils veulent. En fait, comme ils n'ont pas de projet pour les Français, ils vivent sur le chaos, donc ils tentent le chaos. Et donc en réalité, ces gens-là sont nuisibles, mais je le disais, pour la France. Et donc vous avez raison. Mais le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, les médias, lors du Conseil national de la résistance française, vous voyez comme quoi on connaît bien nos lois, c'est qu'on avait dit qu'il ne fallait pas laisser les médias aux mains des milliardaires. Aujourd'hui, quand les médias ne sont pas régulés, ou quand les journalistes ne font plus leur travail, ou que ça devient des procureurs
et qu'ils accusent tous les gens à chaque fois quand vous intervenez. Oui, mais vous n'avez pas dit ça, mais vous n'avez pas... Mais attendez, vous êtes journaliste ou vous êtes procureur? C'est que je ne comprends pas. C'est vous qui me dites ce que je dois dire, en fait. Et après, vous parlez de liberté d'expression. Donc il y a vraiment un vrai sujet, il y a un vrai problème. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut effectivement s'interroger sur cette volonté et de dire qu'effectivement, ces gens-là sont dangereux, y compris pour la France. Et d'abord, avant tout pour la France. Et surtout pour la France. Oui, ce que je dis, surtout pour la France. Dernière question, après on change d'endroit. On a tellement de lieux à visiter aujourd'hui et j'ai tellement envie de te poser énormément de questions. J'ai toujours considéré que tu étais une encyclopédie vivante et à chaque fois que je suis avec toi, j'apprends beaucoup de choses. Une dernière question concernant Madame Ségolène Royal et l'annonce qui a été faite de sa présidence de l'association France-Algérie. À titre personnel, Madame Ségolène Royal a gagné mon respect en affichant clairement ses positions pour la Palestine, pour des causes justes. C'est comme ça qu'elle avait commencé à attirer mon attention personnellement. Et puis, après cette annonce, beaucoup d'Algériens ont été rassurés, ont accueilli avec beaucoup d'amour et beaucoup d'assurance cette nouvelle. Qu'en pensez-vous? Alors, moi, Ségolène Royal, donc je la connais bien. Je dois déjeuner avec elle d'ailleurs bientôt. Je vous parlais justement parce qu'elle voulait me pointer. Tu lui diras que j'aimerais l'inviter à passer dans mon émission. Je lui dis avec grand plaisir. Parce qu'elle m'en a justement parlé. Il y a aussi la déléguée générale qui est bien, qui est une chevènementiste de Belfort, qui est conseillère départementale et qui est une fille très bien aussi. Donc il y a un changement d'équipe, il y a un cap qui est en train de bouger. Et l'avantage de Ségolène, c'est que moi qui viens du PSU, qui était rocardien, qui suis rocardien, c'est-à-dire, vous savez, Rocard, c'est quand même lui qui a dénoncé toutes les exactions en Algérie sur son rapport Rocard, qui a permis, les gens ne le savent peut-être pas. Et donc je me félicite qu'elle vienne sur ces positions-là. En fait, Ségolène, elle est sur des positions plus universalistes, plus ouvertes. Elle a des défauts et des qualités. C'est pour ça que je dis on peut être d'accord ou pas d'accord avec elle. En tous les cas, sur le sujet, elle a mis le pied dans la porte, comme d'autres. Hein, et c'est pour ça que je disais, en fait, on n'est pas tout seul en réalité. C'est les gens qui veulent s'isoler. Il ne faut pas s'isoler. En fait, le problème, il faut qu'on arrête de parler dans l'entre-soi. En fait, aujourd'hui, ce n'est pas un débat entre Algériens. C'est un débat qui pose des questions de l'universalisme, qui pose des questions de la dignité humaine, qui pose des questions du respect, qui pose des questions de l'intégrité des territoires, qui pose, parce qu'on l'utilise d'ailleurs, qui pose la question fondamentale du droit international. Et Ségolène est sur le droit international. Aujourd'hui, les gens voudraient supprimer le droit international. C'est-à-dire que, y compris, et on nous dit, oui, mais l'ONU, c'est pas bien. L'ONU, mais le problème de l'ONU, c'est pas que c'est pas bien, il faut peut-être qu'elle s'améliore, mais le problème de l'ONU, c'est quand vous avez des pays qui n'appliquent pas les résolutions de l'ONU. Quand vous avez des pays où ils sont condamnés 126 fois, peut-être 130 maintenant, et qu'ils n'appliquent pas, eh bien c'est eux qui affaiblissent l'ONU. Donc c'est ceux qui ne respectent pas le droit international qui affaiblissent l'ONU. Et donc je me félicite que quelqu'un comme Ségolène, qui est quelqu'un qui n'a aucune animosité ni hostilité vis-à-vis d'Algérie, mais qui pourra pointer ses désaccords. D'ailleurs, je crois que le président Tebboune avait dit que dans une lettre, à l'époque où c'était très tendu, avait dit dans une lettre, on a des désaccords, il n'y a pas de problème, on peut les pointer, mais qu'il était prêt au dialogue et qu'il ne comprenait pas l'hostilité. Donc aujourd'hui, si on a des désaccords avec l'Algérie, dans un couple, vous avez des désaccords. Absolument. Est-ce que vous insultez du matin au soir, vous écrivez, vous pointez vos désaccords. Alors, il y a des désaccords qu'on peut surmonter, d'autres qu'on ne peut pas. Eh bien, on fait comme ça en diplomatie, on lit. Donc moi, mon rôle à moi, c'est pas de venir rajouter de l'huile sur le feu, d'ouvrir des polémiques. Mon rôle à moi, il est tout simple. C'est de créer du dialogue pour justement recréer du lien là où ça s'est distendu et essayer de trouver une solution de sortie. Parce que de toute façon, je vais vous le dire, et je le dis aujourd'hui, comme ça, ce sera dit, l'Algérie et la France sont obligés de s'entendre. Sont obligés de s'entendre. Et pour construire l'Europe dans l'axe Paris-Berlin, l'Allemagne a reconnu ces crimes, etc. Eh bien, la France doit reconnaître que la France coloniale, ce n'était pas la France, et dire que ce qu'a fait la France coloniale, ce sont des crimes contre l'humanité et que ça doit être reconnu comme tel. D'ailleurs, il y a, en 2001, je crois que Hamid Rani avait interviewé Macron qui avait dit que c'est des crimes contre l'humanité. Je ne vois pas ce qui a changé entre-temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire un jour blanc, un jour noir. Il faut de la cohérence et en politique. Et donc, pour moi, la colonisation, l'esclavage, tout ça, ce sont des crimes contre l'humanité. Le génocide à Gaza, c'est un crime contre l'humanité. Et ça, c'est universel. Ça a le mérite d'être dit. Allez, Akli,
Que penses-tu si on va déguster quelques plats algériens? Ah bah ça, On peut pas dire non. C'est mon péché mignon, on ne peut pas dire non. Alors j'espère, je ne sais pas s'il y a des plats typiques de chez moi, parce que tu me parlais de mes saveurs d'enfance, c'est Tarsbant, c'est Berkoukes, c'est des saveurs qui viennent. Mais je sais qu'ici, il y a peut-être Rachta, il y a peut-être Choukha, tout ça. Bon, c'est des saveurs qui me parlent. On va déguster quelques plats et t'inquiète pas, je ferai en sorte qu'on mange ensemble Asban et Berkoukes, même hors caméra. Merci. Donc là, c'est un restaurant traditionnel algérien. Mmh. C'est la première fois que je suis jamais vue. Ah ouais. Ouais. Ah Et bah, puis, ils savent, ils connaissent. Hein. Et ils vont laisser rentrer avec déjà nous, ça là. sent la grille à 2 heures. Salade burrata, salade mozzarella, ça n'est pas là le truc. Ouais, grave. Je t'en prie. Merci. Salam alaikum, bonjour. 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 Alors, madame. on se met où? Nous sommes arrivés dans un restaurant traditionnel algérien. On sent déjà l'odeur. Ça promet d'être délicieux. Nous sommes au restaurant Le Fidelia. Et je sais que tu en raffoles des plats qui te font rappeler la maman. Ah oui, On la salue d'ailleurs, la maman d'Akli. Allah yahfadek, Hajja. Oui, bah, déjà quand on rentre, on voit bien. Alors, bon, il n'y a pas Tasman, c'est juste ça, mais c'est le truc. Mais en fait, il y a effectivement des plats traditionnels. On voit bien avec le khmiz, bourek, on voit bien chouchoura, je vois sur les tables de Rechta, je vois bien des trucs. Et c'est vrai que c'est des saveurs qui rappellent l'enfance, qui rappellent. En plus, ces saveurs-là, c'est pas que des saveurs, c'est en fait aussi le moment de partage. Parce que quand vous êtes invité en Algérie chez des gens à un repas, c'est une marque de respect, c'est une marque très importante quand vous invitent chez eux à manger. Et donc c'est un moment de partage, c'est un moment de convivialité, c'est un moment aussi, le repas qui permet d'échanger et de dialoguer. C'est une marque de respect aussi. Il y a d'autres gestes qui symbolisent aussi le respect, le partage et qui veulent dire que les Algériens t'adoptent. On voit souvent, par exemple, des Algériens offrir un barnos. Je sais qu'on t'a toi aussi offert un barnos lors de ta récente visite en Algérie. Mais après toi, le barnos, tu es né avec, tu es parti d'Algérie avec et tu le portes à chaque fois. Tu viens ici parce que tu es aussi algérien. Mais est-ce que tu peux expliquer à ceux qui ne connaissent pas justement cette symbolique que d'offrir le barnos à l'étranger? On le met, bon, c'est vrai qu'on le met souvent pour les mariages, surtout dans la tradition kabyle, on le met pour la circoncision, on le met à l'enfant, tout ça. Mais on le met aussi à quelqu'un d'autre parce qu'en réalité, le barnos, il y a effectivement tout ce que ça implique. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous êtes tajbar, donc vous êtes une assemblée, quand on parle de démocratie, quand vous mettez le barnos, c'est que vous avez mettez la capuche, c'est que vous allez parler, votre parole compte. C'est-à-dire que celui qui a le barnos, en plus le barnos, c'est aussi un symbole de protection. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi, quand on te remet un barnos, c'est une façon de te protéger, de te donner la bénédiction et la protection. Et c'est aussi à le moment, quand tu es adulte, où on reconnaît que tu es devenu quelqu'un de sage, quelqu'un dont la parole compte, quelqu'un dont ce qu'il dit ou ce qu'il fait sont honorables. C'est ça le truc. Et en Algérie, et puis le livre, et c'est vrai qu'en Algérie, la question de l'honorabilité et de l'honneur est quelque chose quand même d'important. On ne réfléchit pas en disant lui, il est, on parle de sa famille. En fait, ça engage la famille. Et c'est vrai que moi, quand j'étais jeune, mon père me disait à chaque fois, arrête de faire tomber mon respect. Bon, en kabyle, ça va être tout kadelou, mais et donc, en fait, pour lui, tout ce que je faisais lui nuisait à lui. Donc, en fait, j'ai appris très jeune que tout ce que je fais peut nuire à d'autres. Et quand on ne réfléchit pas comme ça, quand on réfléchit que pour soi-même, et qu'on ne réfléchit pas, parce que moi je viens d'une tribu, donc on réfléchit pour sa tribu. Donc en fait, la responsabilité du barnos, c'est quelqu'un qui est capable, je pense, et moi c'est mon interprétation, parce qu'il y a les symboliques et tout ça, mais il y a l'interprétation qu'on en fait aussi. Et moi, dans mon interprétation, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes Mathieu, vous êtes devenu quelqu'un capable de guider les siens.
de les guider comme avant, puisque nous étions des nomades, on avait des troupeaux, on devait les guider pour qu'ils puissent survivre dans les sécheresses, etc. Donc le chef de village ou le chef de clan, celui qui avait le bonus, le sage, il avait cette responsabilité des autres. C'est-à-dire que très jeune, j'ai appris qu'il fallait aussi être responsable des autres. Moi, j'ai déjà appris par ma mère d'être responsable de mes frères et sœurs. Donc, puisque je suis aîné, donc très jeune, il fallait que je prenne cette responsabilité. Et c'est vrai que c'est important d'être responsabilisé. Et je trouve qu'effectivement, dans la culture, et Tajmak, nous, c'est l'Assemblée, c'est-à-dire que les choses se prennent collectivement, et donc on apprend ce partage. Donc c'est des éléments importants quand même, parce que les gens voient la culture algérienne, qui est d'ailleurs une culture amazigh, puisque toute l'Afrique du Nord, je dis ça pour ceux qui sont tentés par le séparatisme ou d'autres aventures, c'est l'unité, et que c'est beaucoup plus large. C'est vrai que effectivement, c'est important de pouvoir porter cet intérêt aux autres, de travailler sur cette unité, de montrer qu'on est fédérateur, qu'on est capable de rassembler et qu'on est capable d'être des guides et de transférer. Et donc, on est loin de la vision qu'on a de la culture algérienne, où il n'y avait pas de civilisation avant, etc. Donc moi, je rappelle que même cette civilisation était millénaire et que cette civilisation, elle vient de très loin et qu'on avait beaucoup de traditions qui font, d'ailleurs on le retrouve chez les Touaregs, chez d'autres, qui ont gardé plus leurs traditions intactes. J'aimerais rebondir sur une phrase que tu viens de dire, que je trouve très intéressante. Tout ce que tu peux faire peut nuire aux autres. Dans la même logique, j'ai toujours eu une profonde conviction que chaque Algérien est ambassadeur de son pays, de sa culture, où qu'il soit dans le monde. Et chaque acte qu'il peut faire, il peut soit nuire à son image personnelle, comme à l'image des Algériens et de l'Algérie, comme chaque geste valorisant, positif, peut aussi refléter en tout cas une belle image des Algériens qui sont en Algérie ou à travers le monde. Donc on est tous ambassadeurs en quelque sorte de notre pays. C'est pour ça que c'est très important de donner cette belle image. En fait, il y a une double responsabilité. Des gens comme nous qui sommes par exemple binationaux, on a une double responsabilité. Moi j'ai la responsabilité effectivement par rapport à la France, c'est de prendre des lois, etc. qui sont dans l'intérêt de la population, mais j'ai aussi cette responsabilité de donner une image de l'apport des Algériens en France, etc. Cette responsabilité qu'avait aussi Zidane. Zidane a très bien porté ça, c'est-à-dire qu'à la fois il était capable de jouer et d'être intégré dans une équipe d'Algérie, mais à la fois il était lié à ses valeurs, à ses histoires, à travers son père d'Ismaël. Voilà. Donc il y a que les gens qui n'arrivent pas à réfléchir plus largement que le bout de leur nez, qui pensent que ça peut nuire. Et vous avez raison, tous les Algériens sont ambassadeurs. Sont ambassadeurs parce que quelque part, qu'ils le veuillent ou pas, ils ont tous cette part d'algérianité et cette part d'universel qu'ils doivent partager avec les autres. Et donc s'ils partagent le mauvais, effectivement, ça rejaillit sur le reste. Et donc c'est important de ce que vous dites aussi, c'est vrai qu'on est, même sans s'en rendre compte, quelque part les ambassadeurs de pas mal de choses et surtout des valeurs algériennes qui sont des valeurs en fait de solidarité, de partage, de bienveillance. En fait, si on regardait, on le voit bien quand on dit, dans la démocratie, dans les assemblées avant, comment ça se faisait dans les villageois, etc. C'est vrai qu'on parle de l'intérêt général. On ne parle pas des intérêts des personnes, etc. En fait, votre intérêt doit passer par l'intérêt général. Et ça, c'est important. Et dans l'intérêt général, vous avez effectivement cette image qu'on doit renvoyer et qu'on est tous quelque part un peu les ambassadeurs, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, mais on est de toute façon ambassadeur toujours de quelqu'un. Absolument. Et en parlant de culture, parce que tu as parlé de culture lorsqu'on a parlé de Bernos, nous sommes aussi dans un restaurant traditionnel algérien. Nous allons déguster des plats traditionnels, des plats que nous avons hérités de génération en génération de nos grands-mères et des anciens. À quel point c'est important de revendiquer déjà son identité et de protéger sa culture. Parce que nous avons parlé aussi tout à l'heure d'une guerre médiatique, mais aussi une sorte de guerre, de pillage en tout cas, culturel que nous subissons. Il y a beaucoup d'Algériens qui sont au premier rang pour défendre la culture algérienne. Que ce soit des plats, que ce soit le travail artisanal, des tenues traditionnelles algériennes, comme le kaftan, comme la cheddat lemsenienne, la blousa oranaise. Il y a des milliers d'exemples parce qu'on veut déposséder l'Algérie de tout ce qu'elle a toujours été réclamé et hérité. Donc, à quel point c'est important, c'est-à-dire si on veut répondre à ceux qui minimisent la défense du patrimoine culturel algérien. Oui, il faut pas. Le problème, c'est que les gens, il ne faut pas minimiser le patrimoine algérien,
pour valoriser son patrimoine. Le problème, c'est qu'on peut avoir des choses en commun, il peut y avoir des similitudes, mais en même temps, c'est pas dévaloriser l'autre. D'ailleurs, de savoir qui est le premier, on voit bien, quand vous prenez par exemple le couscous, il y a autant de couscous qu'il y a de régions. Il y a autant de couscous qu'il y a de familles. Parce que chacun a sa façon de faire. Mais ça fait partie de la tradition berbère, donc de toute l'Afrique du Nord en réalité. Ça ne vient pas du Moyen-Orient, du Proche-Orient, le couscous c'est bien. Et donc, comme c'est fait en fonction des saisons, c'est fait en fonction des moments, des aliments, des produits que vous retrouvez. Par exemple, pour le Nouvel An berbère, vous avez ce chlor, c'est un couscous avec du poulet. Et avec un jour la viande séchée qui donne un goût plus fort, une sauce un peu de viande. Et vous avez aussi un couscous pour le paysan. À l'époque, on mettait des couscous avec des haricots blancs parce que ça tenait au corps. Vous voyez. Et, en fait, ça correspondait à des saisons. En fait, on était dans un calendrier qui était le calendrier agraire. Et en fonction des saisons, vous avez tel ou tel aliment. Et donc le couscous se transformait. Donc on voit bien que il y a effectivement des moments où on a d'autres formes de couscous, d'autres alimentations, la viande, l'agneau, etc., ou le poulet. Ça dépendait des poissons. Alors c'est marrant parce que moi qui suis d'Ashalid, d'une région, ça avait fait rire une amie. Quand elle avait dit sur un journal, ils ont traduit le Ashali en kabyle maritime. Donc il m'a dit, je savais que vous aviez 10 000 kabyles différents, mais je ne savais pas qu'il y avait des kabyles maritimes. Je lui ai dit, oui, je viens de cette région qu'on appelle Sahel, tu sais, de Tichy jusqu'à Pras, Melbou. Je suis à Sorrentine, donc j'étais ce territoire-là. Et donc effectivement, paradoxalement, on n'était pas tourné il y a longtemps sur la mer. Je me souviens quand j'étais gamin, les sardines, on n'achetait pas. C'était pas quelque chose qui était dans la culture. Ça se vendait, ça se donnait pratiquement. Les gens le donnaient, on donnait à manger aux chats et tout ça. C'est ça. De ça. Et maintenant, ils ramenaient ça de Gigel, de là-haut, ils descendaient pour nous les vendre, ou de Ziama. Et donc on voit bien que les choses évoluent. Mais à l'époque, on n'était vraiment pas tourné vers la mer, ce qui n'était pas universel. Et puis peut-être parce que la colonisation a fait qu'on devait faire un certain nombre de choses, on vivait plus dans la montagne, on était plus tourné sur la montagne. On est descendu, grosso modo, on est descendu avec l'indépendance, quoi, nos familles. Alors, j'avoue qu'on a faim. Ah oui. Et toi, tu as faim ou pas? j'ai vu Aron. Ah oui, Daron. Voilà. Merci. Moi, je sais. Ah oui, Daron. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'essaie de dire. Mon seul regret, c'est que je ne sais pas parler kabyle. J'aimerais beaucoup apprendre à parler kabyle. Je sais, en tout cas, je survivrai, Inch'Allah, au milieu des Kabyles. Je sais dire ah oui, Darom, ah oui, Damen. Ah bah c'est déjà pas mal. Et je t'aime, je viens en paix. Voilà. Mais l'eau et le pain, c'est la base de la survie. C'est le pain avec l'huile d'olive. Moi, je mangeais du pain d'olive. Regarde, il y a de l'huile d'olive. À l'époque, avec aussi le pois chiche moulu qu'on mélangeait dedans et c'était culturel. Et puis avec le petit lait aussi, Eri. C'était important et pendant tout jeune, petit, je mangeais beaucoup ça. Et j'ai gardé cette appétence pour ça parce que, en fait, la culture, c'est aussi ce qu'on vous transmet. Et donc, vous gardez de l'appétence pour ce que vous avez, les saveurs que vous avez eues petit. C'est ça. Donc, moi, j'ai des saveurs qui peuvent me parler, mais c'est parce que j'étais baigné dedans. Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Akli, toi, aujourd'hui, qui es sénateur, Masha'Allah, personnalité publique, pardon. Lorsque tu viens d'Algérie, que prends-tu comme cadeau aux étrangers? Alors si je dis des dates, c'est pas original. mais parce que c'est les meilleures dates du monde. Le problème, c'est que quand vous connaissez un peu la production à Tolga, le Houch, tout ça, vous allez dans des palmeraies et vous avez quand même des dates d'exception. Le problème, c'est qu'elles sont exportées beaucoup pour les gens qui ont de l'argent, mais il y a quand même des dates d'exception, vous ne pouvez pas oublier ça. Après, moi, je suis aussi au village, après, je ramène des fois des... À l'époque, maintenant, on avait, mais de moins en moins, on avait de l'artisanat, qu'on a perdu, d'ailleurs, vous parliez de patrimoine. C'est dommage qu'on ait perdu le savoir-faire. Et ça, c'est un vrai travail peut-être qu'il faudrait faire pour récupérer ce patrimoine qu'on avait. Et donc ce savoir-faire, moi je me souviens quand j'étais petit... De moins en moins, tu veux dire, par rapport à avant? Voilà, mes tantes, ma grand-mère, personne avec ça, mes grand-mères, elles faisaient des assiettes, des petits trucs au gouvet là et tout ça. Elles les décoraient, et tout ça. C'était vraiment... Et donc on ramenait... Mon grand-père, père son âme, était au village, c'est lui qui faisait les paniers en osier.
Ah, ton grand-père. Oui, Hein. mais on a hérité de rien de Manuel de lui, donc en fait, C'est ça, j'allais te demander. lui, il faisait des pagnons, etc. Et pour tout le monde qui vendait ça. Et donc c'était assez. Et donc on pouvait ramener ça aussi. Maintenant, ils vendent des choses, mais c'est un peu industrialisé, c'est fait de façon. Et alors qu'on avait une vraie tradition. Hein, on était en train de regarder là, le meuble, par exemple, avec une sculpture kabyle. Ça, c'est le coffre quand on mariait à l'époque, quand ils mariaient les gens, ils leur offraient ça, et dedans il y avait tout. C'est magnifique, mais pour moi c'est un bijou. Et à l'époque, il y avait une grosse clé. Quand Une on ville, par les souvenirs d'enfance, il y avait une grosse clé avec. D'accord. Et ils avaient des ceintures en laine, et elle la gardait accrochée alors que la clé est toujours avec elle. Alors, lorsqu'on était en train de marcher au centre-ville, on s'est arrêté devant quelques boutiques et on parlait de la production algérienne, en fait des produits algériens qu'on ramène maintenant d'Algérie vers la France. Avant, je me souviens, il y a 20 ans, il y a 25 ans, on ramenait beaucoup de produits de France en Algérie et c'était un peu... Ça s'inverse. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le contraire. On prend personnellement, hein, et je ne suis pas la seule, beaucoup d'Algériens, de la communauté algérienne établie à l'étranger, en tout cas, lorsqu'elle rentre de vacances d'Algérie, apporte avec elle du chocolat, des produits cosmétiques, du maquillage, même des produits d'entretien, des meubles, des souvenirs d'Algérie, je veux dire de l'artisanat. C'est juste incroyable. Et du shampoing. Il y a une marque très très connue algérienne, on me demande de ramener des cartons et des cartons. Je vais pas donner le nom de la pâte à tartiner aussi. Je ne vais pas donner le nom de la boutique de cosmétiques parce qu'ils vont croire que, parce que tout le monde sait, ceux qui nous regardent, que je suis ami avec, ils vont croire que je leur fais de la pub par amitié ou par rien. Mais au-delà de ça, c'est vrai que, tu as raison, mais aussi on ramène, alors je ne devrais pas le dire à la caméra, mais bon, comme je vais en Kabylie, moi je ramène aussi beaucoup de production locale, mais du felfel, des oignons, des figues, parce que même mes enfants me demandent de ramener le goût. J'ai même mon fils, une fois, qui est reparti de sa grand-mère avec des œufs. Dans l'avion, je dis, mais parce que c'est pour dire, bon, il y a effectivement ce côté, parce que c'est le côté aussi attachement à la terre. Mais, et vous avez raison, mais aujourd'hui, mes filles, par exemple, avant quand je dis qu'est-ce que je vous ramène, bah, il y a quoi en Algérie? Et là, elles m'envoient au point où je leur dis je ne suis pas venu pour faire des courses, quoi. Et ils m'envoient des trucs, des produits qu'ils ont dû voir, parce que maintenant avec les réseaux sociaux, ça se change. Et effectivement, aujourd'hui, ça s'est inversé. Il y a beaucoup de produits qui partent d'Algérie vers la France, parce que les produits, on ne va pas citer les marques parce qu'on n'a pas le droit à la télé, mais les produits sont réputés, les produits sont de qualité. Vous savez, avant, il y a même les couscous ou les pâtes, il y a des normes. Et donc l'Algérie a su monter en gamme et en normes et ils font des produits de qualité. Mais en plus, ils se fournissent, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils se fournissent en fait dans les mêmes labos que les autres, que leurs concurrents internationaux. Parce qu'en réalité, il y a des filières. Donc ça, il faut le savoir. Après, c'est la façon dont c'est travaillé. Par exemple, les pâtes, la matière première est importante. Mais en fait, ce qui change, c'est quand il les triture, comment il les prépare. Vous voyez, il y a des choses comme ça, et donc c'est vrai qu'en Algérie, moi j'ai vu ça, j'ai vu la montée en gamme, y compris dans la trituration et dans la qualité des pâtes et des smoothies qu'ils proposent aux Algériens et aux autres d'ailleurs. Je triche. Pendant que tu parles, moi je mange. Je vais te donner un bourrec poulet, parce que toi tu voulais du... Non, il est là. Celui-là c'est du poulet. Moi, je te donne le viande. On va faire un échange. Alors, ce qui est bien en Algérie, c'est qu'on peut aussi échanger, on peut faire du trafic de... Absolument. Ça, c'est le viande, celui-là, là. Regarde. Oui, il me semble. Regarde, Vas-y, c'est le viande. je vais voir si... Attends. Tu me diras, tu me confirmes. Non, là, c'est viande. Non, c'est poulet. Ah, c'est poulet? Là, oui. Là, c'est poulet, ce que je t'ai donné. Non, ça, c'est viande. Ah. Et puis les produits algériens inondent le marché français aussi parce qu'il y a de plus en plus de magasins, d'entrepôts, de commerces en tout cas qui vendent tous les produits algériens. Ça peut aller du soda jusqu'aux cosmétiques, etc. Oui, parce qu'il y a en fait, c'est des saveurs et des goûts. Il y a une grande demande. Il y a une grande demande. Et quand même, en France et partout, il y a quand même une forte communauté algérienne à l'étranger. Alors, il est comment ce hmes?
Il est bon, il n'est pas trop piquant, mais ça manque d'huile d'olive. Et je crois que Tu as de l'huile qu'ils l'huile. nous avaient dit, qu'ils nous ont mis là, je crois que c'était pas pour qu'on la mange quelque part, mais pour la mettre dans le Ah ouais? D'accord, oui, parce que ça donnera plus de goût à mon avis. Parce que l'huile d'olive, en fait, ça atténue aussi le piquant. Oui, effectivement, absolument. Je peux avoir Et bah, tu peux. Et tu sais, fais attention parce que c'est comme quand tu vas manger dans le sud, quand tu vas manger du sveté, c'est le truc qu'on met très piquant, il faut toujours garder à côté de toi un verre de petit lait parce que en principe, quand c'est trop piquant et que ça a du mal à descendre, pas boire d'eau sinon t'enflammes, il faut boire du petit lait derrière. Wallah, Akli, Et tu toi, qui nous- sous-estimes mes capacités. Tu oublies que je suis aussi une shawiya, je Je suis sais, ta c'est pour ça que cousine, moi. Hein. je sais. Et que tu qu'on aimes est le de sveté. grands mangeurs de har, de zveté. Voilà, mais c'est pour pas ça que je le dis parce je que dis tu es bonjour, shawiya. merci, au revoir, que je mange pas le har, je suis une Je sais. TZ. Oui, mais j'ai expliqué à ceux qui nous regardent, je sais bien que c'est plus vers chez toi en plus. Allez, je te laisse manger tranquillement. Toi aussi. نعاودوا نرجعوا لجمهورنا الكريم لما نخلصوا هذا الاكل التقليدي طيب تبارك الله من الريستورون لو فيديليا. Je viens d'arriver au musée national du Moujahid à Alger. Bonjour monsieur le directeur. Merci de nous recevoir. Barakallahu Monsieur fik. le directeur, merci. 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 Dans ce lieu emblématique. Tfadlou. Qu'on a hâte de découvrir. Monsieur Meloulis, ce n'est pas la première fois. Oui, Non. il est déjà venu. Le 8 mai, je suis venu dans la délégation pour justement rappeler que le 8 mai 45, ce sont des crimes qui ont été commis et qu'il fallait effectivement... on est venu à la mémoire des victimes du 8 mai 1945. Là, c'est toute l'histoire de l'Algérie. Barakallah. C'est les Quelle présidents. fierté. Oui, absolument. C'est les présidents qui Ouais. ont succédé au pouvoir Pour la plupart. depuis l'indépendance 1962 Ouais. jusqu'à nos jours. Monsieur Abdelmajid Tebboune, le président actuel, Oui. ربي يطول عمره Inch'Allah. ويخليه لينا لبلادنا. Comme on l'appelle souvent, on a les citoyens algériens, Ammi Tebboune, parce Ammi qu'il est populaire, il est proche du peuple. Et c'est une fierté quand même, hein. Vraiment, barakallah. Tous ces visages-là, كل هاد الوجوه اللي خلتنا إرث حنا على كتافنا نحافظوا عليه وحتى حنا نوصلوه للأجيال القادمة إن شاء الله. طبعا وهذا هو المتحف، هو قلعة لذاكرة الشعب الجزائري كله، يعني يحتفظ بكل شواهد، وثائق، أغراض، لوحات فنية على كل فترة الاحتلال الفرنسي في الجزائر من عام 1830 إلى 1962. هو طبعا يحفظ هذه الشواهد كذاكرة للشعب الجزائري، والرسالة التي يؤديها هو نقل هذه الذاكرة للأجيال حتى تبقى حية. طبعا في معرض الحديث عن تضحيات الشعب الجزائري هناك عدة محطات تخلد بكل أسف جرائم الاستعمار في الجزائر، على غرار نموذج حول زمالة الأمير عبد القادر اللي معروف أنها سقطت في ماي من عام 1843 وكانت تحتوي على مكتبة غنية بالمخطوطات التي تم نهبها مباشرة دون أن نتحدث يعني عن الجرائم في حق الإنسان. يعني هناك كثير من الكتابات التاريخية اللي تتحدث على أن الجثث تحولت إلى بلاط سار فوقه الجنود العسكريون الفرنسيون، فهناك نموذج للزمالة. هناك أيضا نموذج للمحرقة، ربما يعني سنلقي عليها نظرة. يلا تشوفوا تفضلوا. طبعا يلا يعني نحاول أننا نستعرض هذه المصفوفة لكي لا ننسى. حتى لا ننسى هذه المصفوفة من الجرائم اليوم موجودة على شكل شواهد في المتحف الوطني للمجاهد. طبعا هناك أيضا حتى بعض الجرائم الأخلاقية حينما حاولت فرنسا أن تنكر
وجود دولة جزائرية قبل عام 1830 مثل هذا الجناح. بالنسبة لهذا الموضوع أستاذ دكتور، هذا الموضوع شو الشواهد اللي يثبتوا أن الجزائر كانت موجودة قبل الاحتلال الفرنسي مثل ما هم حابين؟ هناك شواهد، هذا الجناح كله مخصص لهذا الجانب. مثلا هناك شواهد عمرانية تعود للقرن الحادي عشر الميلادي، هذه سابقا 11 سيكل. المسجد الكبير موجود حاليا في العاصمة، واللي أعيد ترميمه في القرن السابع عشر في العهد العثماني، وهذا يعكس علاقة لدولة جزائرية على مستوى العمران. كما أن هناك عديد الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها الجزائر مع باقي دول العالم، ما يعكس أن الدولة كانت ذات سيادة ولها ختمها الخاص باسم آنذاك الجزائر. Ça répond à ceux qui propagent des fausses informations en disant que l'Algérie n'existait pas avant la colonisation française, comme ce que prétend Zemmour, Sarah Knafo et compagnie. Parce qu'ici, nous avons des conventions qui ont été signées avec des États étrangers. Nous avons la Grande Mosquée. Nous avons des traités entre l'Algérie et la Grande-Bretagne. Oui. Absolument. D'ailleurs, vous avez même le premier traité qui a été signé par l'Algérie en 1795 avec George Washington. Oui, avec George Washington. C'est ça, c'est... Et ça a été des puissances sur le plan militaire, politique. Même ils avaient des flottes maritimes, alors que l'Algérie avait ses relations avec ces pays. Vous avez même avec certains pays au niveau du bassin méditerranéen, vous avez là l'équipement. À l'époque. Vous avez même l'empreinte artistique. Non mais il a raison, parce que le problème c'est que en fait on cite des polémistes, des gens dont le travail c'est de mettre de l'huile sur le feu et d'être dans le déni. C'est-à-dire c'est des gens qui sont tellement frustrés et amers que ça devient ridicule à la fin. Parce que l'Algérie, elle existait. D'ailleurs, avant qu'elle ait dans sa forme ou pas sa forme, il y avait le royaume de Numidie, Sirtas et Constantine avec Massinissa, Cherchel. Donc c'est une grande civilisation qui a d'autres trucs. Et c'est vrai que les gens ne s'en rendent pas compte. Et c'est vrai qu'un musée comme celui-là, c'est aussi parce qu'on dit, alors on est toujours prompt à le dire à d'autres, ceux qui ne connaissent pas leur histoire sont amenés à la revivre. Et quand on veut faire connaître l'histoire, on dit, ah mais vous animez, vous essayez. Non, on dit juste l'histoire. L'histoire, elle se travestit pas. Et là, c'est pour que les jeunes générations comprennent l'histoire. Parce que même moi, je le dis, je suis quand même ébahi et de respect à des gens comme Ahmed Rabda, Larbi Belmedi, etc., qui étaient des jeunes à l'époque, hein, ils avaient 24, 25 ans, je crois qu'ils étaient très jeunes, et qui un jour se sont dit, on va décoloniser ce pays, on va lutter contre le joug colonial, qui est un crime, et donc on va retrouver de la dignité, et donc on ne peut pas l'oublier, c'est-à-dire que pourquoi tous les pays ont le droit d'avoir leur histoire, et l'Algérie ne pourrait pas avoir leur histoire, c'est-à-dire qu'à l'Algérie, on veut lui faire des histoires en permanence. L'Algérie a son histoire, vous êtes d'accord ou pas d'accord, mais en tous les cas, et ce musée permet, moi je l'avais déjà visité et on avait eu la visite guidée avec le directeur et le ministre truc, ça nous a permis, y compris aux gens qui sont venus et qui ne connaissaient pas la culture algérienne ou l'histoire de l'Algérie, de découvrir et de voir la réalité. Et c'est vrai qu'à travers ça, c'est important que les gens sachent ce que ces gens ont fait. C'est-à-dire que ceux qui ont libéré l'Algérie, qui ont apporté l'indépendance à l'Algérie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en tous les cas, ce qu'ils ont fait, c'est un modèle pour l'ensemble de l'humanité, pour tous les peuples. Les peuples sont capables de prendre leur destin en main, même si les gens vivent mal ou disent ces trucs. Le problème, c'est que ça les concerne, c'est leur responsabilité, c'est leur choix. Eh bien, je préfère vivre mal dans un pays libre que vivre mal dans un pays occupé. Hein. C'est forcément, il n'y a pas d'alternative. Hein. Complètement d'accord. هذا نموذج عن مقاوم جزائري وما شاء الله رانا نشوفوا كل تفاصيل التراث الجزائري ما شاء الله ما بين البرنوس يمثل لوحة فنية. لوحة فنية رائعة ما شاء الله. السلاح الذي يحمله كل النقوش واللمسات الفنية أو بالنسبة لللباس بمختلف القطع وبمختلف الألوان وحتى الطرز. تبارك الله حتى اليوم مازالهم يديروها. Alors, Akli, on va continuer. تعكس ثقافة حاولت فرنسا بكل أسف أنها تعدمها. مي نحن رانا هنا موجودين هنا باش نحيوها ونحافظوا عليها وباش نعلموها للأجيال القديمة. صح. دكتور ممكن نسألك أين موجودة رسالة الشهيد أحمد زبانة للوالدة تاعو خاطر هذيك
نحبها بزاف، تاثر فيا بزاف، تعلينا ككل جزائريين. اذا ممكن نتمشوا لها عبال ما نسال monsieur Akli Melouli. Récemment, il y a une loi qui a été votée à l'unanimité par les députés algériens visant à criminaliser la colonisation française. Maintenant que nous nous trouvons au musée national du Moudjahid à Alger, au milieu de toutes ces preuves, qui nous font rappeler la colonisation qui a duré des années et des années, que le monde entier a pu en témoigner et que la mémoire des Algériens aujourd'hui même continue à évoquer. Alors moi, par souci de ne pas faire d'ingérence, je ne commenterai pas le choix du Parlement algérien, qui est souverain, qui a le droit de faire qui fait. Par contre, ce que je dirais, c'est que je ne comprends pas que quand le président Macron est venu ici, qu'il a parlé de crimes contre l'humanité, c'est lui qui l'a dit ici, comme on en a parlé, et qu'aujourd'hui, on s'indigne quand effectivement on parle des crimes. La colonisation est un crime. Il n'y a pas à discuter sur le fait qu'il y ait des crimes. D'ailleurs, Apache a été attaqué là-dessus quand il a démontré, quand quelqu'un lui a même dit « les nazis, vous avez copié les nazis ». Il dit « non, c'est les nazis qui nous ont copiés puisqu'ils sont venus après. Donc on a enfumé les gens dans les grottes et c'est devenu dans l'histoire. » Donc l'Algérie a été une colonisation de peuplement. Quand vous faites une colonisation de peuplement, forcément vous exterminez une population. Il n'y a pas et ça, les livres d'histoire sont têtus. Donc effectivement, quand j'entends des politiques, qu'on leur pose la question est-ce que la colonisation est un crime et qu'ils disent non, alors à ce moment-là l'esclavage n'est pas un crime, le Veldiv n'est pas un crime. Je crois qu'il faut qualifier tous les crimes contre l'humanité. L'esclavage, le colonialisme, toute cette haine de l'autre se nourrit de la même chose, une race qui se croirait supérieure à d'autres et qui pense qu'eux ne sont pas des humains et on les déshumanisé. Et d'ailleurs, on a retrouvé des cartes, les Algériens à l'époque étaient considérés comme indigènes, musulmans, français musulmans, et n'étaient pas considérés comme des Français. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler qu'en 1936, quand ils ont créé le PPA à Nanterre, c'est parce que ce sont des étudiants algériens qui avaient quitté l'Algérie, qui étaient brillants pour aller étudier, parce qu'en France, en Hexagone, ils avaient le statut de Français qu'ils n'avaient pas quand ils étaient en Algérie pour étudier, etc. Donc, il faut quand même rappeler ces faits-là, et l'histoire, elle est têtue. L'histoire, elle n'est pas faite, et d'ailleurs, même aujourd'hui, historien, quand j'écoute Benjamin Stora, quand j'écoute Pascal Blanchard, quand j'écoute Pascal Blanchard, quand j'écoute Olivier Lecourt-Grand-Maison, quand à l'époque on avait travaillé sur le 17 octobre avec Elodie, quand on avait travaillé avec des intellectuels pour dénoncer la loi du 23 février 2005, comme on l'a dit tout à l'heure, qui voulait parler des bienfaits de la colonisation, parce qu'il n'y a aucun bienfait, j'ai dit à la colonisation, le seul bienfait, c'est la décolonisation. À partir du moment où vous êtes des hommes libres, l'homme est fait pour être libre et vivre de ses choix. Et donc, c'est l'autodétermination des peuples. Et l'Algérie, ce que je lui reconnais, qu'on peut être d'accord ou pas d'accord avec elle, mais en tous les cas, elle a gardé cette doctrine. L'autodétermination des peuples dans le monde est une doctrine que l'Algérie a gardée de cette révolution algérienne. Et ça, il faut aussi le dire. Moi, je veux bien qu'on trouve, tout n'est pas parfait, il y a des difficultés, il y a des désaccords, mais les réalités sont têtues. Et l'Algérie, elle est toujours attachée à l'autodétermination des peuples. Elle l'a fait à l'ONU concernant la Palestine, concernant le Sahara, concernant tous les sujets. Elle est restée sur cette doctrine et il faut lui reconnaître. Absolument. Alors, vous pouvez ne pas être d'accord, mais en tous les cas, c'est sa doctrine et elle est respectable. Mais pourquoi est-ce si difficile pour la France de reconnaître les crimes commis en Algérie? Pourquoi est-ce si difficile? Mais vous l'avez Pourtant, le président M. Abdelmajid Tebboune, lors d'une allocution et à plusieurs reprises, il a déclaré lors d'interviews que l'Algérie attendait que des excuses, n'attendait pas l'argent de la France et ni rien d'indemnisation. Il ne s'agit pas de se flageller, c'est pour ça que les gens sont un truc. Après, vous l'avez bien vu, il y a le Rassemblement national qui s'est construit sur les bases de l'OAS, qui s'est anti-Algérie, donc qui en font leur bécommissaire et leur fonds de commerce. Il y a tous ceux qui aujourd'hui savent qu'en critiquant l'Algérie, ce serait bien vu dans une partie de l'électorat. Donc tout le monde instrumentalise tout le monde, mais la réalité c'est que la France n'a aucun intérêt. Et d'ailleurs, on a parlé de l'Europe, et tout à l'heure je parlais du couple Paris-Alger pour faire la Méditerranée. Berlin ont présenté des excuses, ont fait sur ce qui s'est passé. Ça ne les a pas diminués. Je crois que l'Allemagne s'est grandie en faisant ça. Elle s'est grandie et donc ils ont pu construire l'Europe. La France se grandirait, et moi je parle en tant qu'élu français, la France se grandirait à le faire pour permettre effectivement de construire cet axe Paris-Alger nécessaire au développement de la Méditerranée et vers l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de penser à je ne sais quoi,
Mais en tous les cas, tous ceux qui font ça ne le font ni dans l'intérêt de la France, ni dans l'intérêt de l'Algérie, ni dans l'intérêt du peuple français, ni dans l'intérêt du peuple algérien. Parce que l'intérêt du peuple français et du peuple algérien, c'est de pouvoir construire un avenir en commun pour leurs enfants. Et surtout quand on a des communautés communes. Et donc c'est ce combat qu'on doit mener, c'est ce combat que je mène. Et je le fais parce que, et je le dis, moi j'ai jamais eu à me justifier. Je suis légitimement attaché à mon pays d'origine. Quand je suis ici, je suis à l'aise, je marche sur deux jambes parce que mes oncles, un de mes oncles, et les autres aussi maintenant ils sont décédés, mais eux n'étaient pas morts, mais j'ai un de mes oncles qui est mort très jeune pour l'Algérie, pour l'indépendance de l'Algérie, tué dans la montagne, il s'est pendu. À l'époque ils avaient des fusils, ils avaient 6 balles, c'était pas non plus, faut pas croire qu'ils avaient été surarmés, ils ont fait avec ce qu'ils ont pu, mais ils avaient le courage de se battre parce qu'ils savaient qu'ils donnaient leur vie pour la liberté et ils l'ont fait. Et aujourd'hui on doit continuer ce combat. Donc quand je suis ici, je suis heureux, comme je suis très heureux d'être français, mais d'être français dans la France telle qu'elle est, des droits de l'homme, la patrie des droits de l'homme, pas la France coloniale, pas la France de Vichy, pas la France esclavagiste, celle-là c'est pas ma France. Et donc la France d'aujourd'hui s'honorerait à dire la France coloniale, ce n'était pas la France. Absolument. Alors, Monsieur Melouli, une scène terrifiante du massacre commis par les forces coloniales françaises contre des citoyens innocents à Jabet, l'Akhra, à Béjaïa, les massacres du 8 mai 1945. Ça s'est passé ici et voici... Ils ont jeté les corps. Oui, alors c'est chez moi, hein, c'est vers chez moi, je suis de là-bas. Ouais. Et donc j'ai une anecdote là-dessus, c'est-à-dire que, en fait, il faut savoir que lors du débarquement de Provence, les Algériens étaient, comme en 14-18, ils ont contribué à libérer la France du nazisme. Et il y avait une personne qui était dans ces armées françaises, qui a été décorée, qui était sergent-chef, qui a été gradé parce que pour sa vaillance au combat, il est rentré chez lui à Kerata, il est de Kerata, il est rentré et quand il a cherché après sa famille, eh ben, il ne savait plus où elle était. Et en fait, il a découvert que sa famille avait été décimée par l'armée française, ils ont été jetés. Et le gars, alors que le gars, il avait combattu pour la liberté, contre le nazisme, avec vaillance, et il avait été décoré. Et il leur a dit, mais je me suis battu pour un pays, alors pendant que je me battais pour vous défendre, vous avez tué les miens, vous avez tué ma famille. Ouais. On voit ici comment les Algériens se faisaient balancer par le pont. Oui, les corps entiers, ils les jetaient dans le rapport. El Frachisha, dans les montagnes de Dahra, municipalité de l'Armaria à Mostaganem, le 18 juin 1845. Les enfumades. Ça se passait comment, monsieur Hanaya? Les Algériens étaient dans des grottes et on les enfermait, on les réfugiés, c'était réfugiés. Ah. Exactement, ils étaient réfugiés. Ouais. 1200 personnes ont été asphyxiées dedans avec leur bétail, les enfants, les femmes. Ils ne font pas bien sûr de différence entre les espèces. Et c'était le premier holocauste dans l'histoire de l'Algérie. Le premier holocauste dans l'histoire de l'Algérie, combien de personnes? 1200 personnes qui se sont réfugiées dans des grottes algériennes, femmes, enfants, bétail, hommes, étaient asphyxiés sans aucune humanité. Ce qu'a dénoncé Apathy. Voilà, ce qu'a dénoncé Jean-Michel Apathy. La raison, c'était pour réaliser le projet de peuplement de l'Algérie. C'était ça. Du dépeuplement de l'Algérie. Ils avaient pour objectif de dépeupler l'Algérie, tout simplement. C'est criminel. On peut pas, des années après, on ne peut pas méconnaître que ce qui s'est passé en Algérie à ce moment-là, que ce soit en 19e siècle, avant ou après, n'était pas parmi d'autres. Hein. Alors, on va continuer de l'autre côté. En attendant qu'on arrive à l'autre bout, je voulais poser... je voulais juste rebondir sur ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure et dans la continuité de cet échange. Lorsque tu parlais de droits de l'homme, je ne comprends pas comment se fait-il qu'en 2025, la fin 2025 et 2026, on puisse garder dans un musée, et je parle du musée de l'homme, des crânes de moujahidines, de chouhada, de martyrs algériens exposés comme si c'était des trophées, comme si la France était fière de ce qui s'est passé en Algérie durant ces années-là. C'est une insulte pour les Algériens de France, pour déjà les Français d'origine algérienne. Et
c'est une insulte pour la mémoire de ces... Oui, d'ailleurs, beaucoup de voix se sont élevées pour que l'on puisse rendre à l'Algérie. Absolument. Il y a eu des demandes de loi qui sont mises en place. Il y a comme il est au Sénat l'a fait dernièrement pour qu'on rende à l'Algérie effectivement ce qui lui appartient. On l'a fait pour plein de pays. Oui. Effectivement, aujourd'hui, ça ne veut pas être des trophées, vous avez raison. Donc aujourd'hui, il faut rendre à l'Algérie, il faut rendre à la terre algérienne les gens qui ont été injustement tués. Et on l'a vu, vous l'avez dit là, c'est vrai. Comment qualifier ça autrement que par des crimes? Donc à moins que ce soit... Et le problème, c'est que quand on a déshumanisé les gens, on a tellement déshumanisé, on voit bien dans d'autres conflits, comment on déshumanise les gens pour justifier l'injustifiable. C'est ça qu'il ne faut pas tomber, parce que ceux qui ont fait ça ont perdu leur part d'humanité. Et quand on veut donner des leçons d'universel et d'humanité, il faut avoir sa part d'humanité. Si vous l'avez perdu, et c'est ce qu'on essaye de faire, vous l'avez vu d'ailleurs en Palestine ou ailleurs, on essaie de déshumaniser les gens pour justifier les génocides, les crimes, etc. Oui, absolument. On va continuer d'autres visites. Ahmed Zabana إلى أمه قبل إعدامه بالمقصلة. Donc avant son exécution avec la guillotine, il dit أقاربي الأعزاء أمي العزيزة أكتب إليكم ولست أدري أتكون هذه الرسالة هي الأخيرة والله وحده أعلم فإن أصابتني مصيبة كيفما كانت فلا تيأسوا من رحمة الله إنما الموت في سبيل الله حياة لا نهاية لها وما الموت في سبيل الوطن ما هو إلا واجب وقد أديتم واجبكم حيث ضحيتم بأعز مخلوق لكم فلا تبكوني بل افتخروا بي. Ne me pleurez pas, soyez fiers de moi. Ça, c'est une autre dimension de voir les choses, de les valeurs. Absolument. وفي الختام تقبلوا تحية ابن وأخ كان دائما يحبكم وكنتم دائما تحبونه ولعلها آخر تحية مني إليكم وإني أقدمها إليك يا أمي وإليك يا أبي وإلى نورة وهواري وحليمة والحبيب فاطمة وخير وصالح ودنيا وإليك يا أخي العزيز عبد القادر وإلى جميع من يشارككم أحزانكم. الله أكبر هو القائم بالقسط وحده ابنكم وأخوكم الذي يعانقكم بكل فؤاده. الله يرحم الشهداء وتحيا الجزائر، تحيا الجزائر أبية شامخة دائما نفتخر بها. On arrive à la fin de ce numéro. Je sais qu'il y a énormément de choses qu'on aurait pu aborder. أكيد يعني تبارك الله نحن في متحف الوطني للمجاهد هو كل شبر منه كل سنتيمتر منه يحكي حكاية ويحكي تاريخنا يحكي أصالة جدودنا. من جنب هذه الرسالة المؤثرة للشهيد أحمد زابانا الله يرحمه ويرحم كل الشهداء الأبرار، أنا في دائما جملة من هذه الرسالة اللي تأثر فيا ونحس بها فعلا. ولا أحد ولا دولة ولا كائن أنه يتجرأ أنه يمس ولا شبر من الجزائر مدام أولادها وبناتها نساها ورجالها حامينها ورافعين لها راسها. دائما مثل الأخ مثل خواننا مثل احنا كل مواطنين داخل وخارج الوطن مثل مسيو أكلي منولي من أولاد الجزائر اللي نفتخروا بهم. Merci beaucoup de m'avoir accordé ton temps Akli, un grand ami, une grande fierté, mon compatriote algérien. Bah oui, j'espère. J'ai cette chance d'être ton compatriote oui. Parce que j'ai la nationalité et j'en suis fier et ça nous honore. بارك الله مدير المتحف. ونتمنوا انكم تجوا تشوفوه تعرفوا على تاريخكم افتخروا به كلكم صغار وكبار. ربوا اولادكم انهم يعرفوا تاريخهم انه يزوروا المتاحف الجزائريه. كنت معكم هنا غزار بوعكاز. موعدنا يتجدد في اعداد اخرى مع ضيوف اخرى دائما نتكلم عن الجزائر الحبيبه الشامخه. وها هي التحيه مع الف سلامه.